Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Be My Guest, La Fièvre. Aujourd'hui, nous allons parler de la libéralisation des pièces visibles avec mon invité Laurent Tardy, directeur général de Saint-Gobain Autovert. C'est à la fin d'un monopole jalousement gardé par les constructeurs que la loi climat et résilience a mis un terme le 24 août dernier. Les équipementiers automobiles ont désormais le droit de commercialiser des pièces qu'ils ont quand même développées, conçues et fabriquées. Normal, me direz-vous, ça ne l'était pas pendant des décennies. Il faut dire que les enjeux sont considérables. Comment les constructeurs et les équipementiers se répartissent-ils les rôles au moment du développement d'une voiture? Qu'est-ce qu'une pièce visible? Pourquoi une libéralisation de ces pièces? Les rapports entre constructeurs et équipementiers vont-ils s'en trouver changés? Autant de questions auxquelles mon invité Laurent Tardy va tenter de répondre. Bonsoir Laurent, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir et j'ai essayé de répondre le mieux possible, on va dire, à l'ensemble de vos questions. Alors Laurent, tout d'abord, comment on développe une voiture? Les constructeurs ne sont pas seuls, ils travaillent en étroite collaboration avec les équipementiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Alors effectivement, c'est une collaboration très proche entre le constructeur automobile et les équipementiers. L'équipementier arrivant avec tout son savoir-faire, son expertise sur les pièces, ses produits en lui-même, toutes les innovations qu'il apporte, toute son histoire. Et finalement, il propose aux constructeurs un panel très large de produits et de solutions pour monter sur les véhicules. Et après, donc, le constructeur va choisir parmi l'ensemble des produits, des fonctions et des innovations, il va décider de les intégrer ou pas dans ses véhicules. Et donc, finalement, le constructeur automobile, il va adapter ses produits à ses véhicules et il va après, bien évidemment, gérer toutes les interfaces, on va dire, avec son véhicule. Alors, une automobile contient différentes pièces. Il y a des pièces de nature technique, telles que le moteur, le câblage, les systèmes d'échappement. Et il y a des pièces qu'on appelle pièces visibles. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les pièces visibles? Alors, effectivement, il y a deux types de pièces dans un véhicule. Il y a les pièces qui sont non visibles, toutes celles que monsieur tout le monde ne voit pas sur un véhicule, et les pièces visibles, par définition, c'est celles qui se voient. Donc, les pièces visibles, ce sont les pièces de carrosserie, les optiques, les phares, les vitrages, la planche de bord, les sièges et tout ce qui peut se voir à l'intérieur d'un véhicule, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un véhicule. Alors, ces pièces ne sont pas développées ne sont pas fabriquées par les constructeurs, mais par les équipementiers. Alors sur la partie carrosserie, les constructeurs produisent eux-mêmes, on va dire, un certain nombre de pièces de carrosserie, mais effectivement, beaucoup d'équipementiers viennent apporter des pièces ou des modules, parce que certains équipementiers produisent des modules complets qui viennent s'intégrer sur le véhicule ou dans le véhicule. Donc, par exemple, je peux en citer quelques-uns, mais les vitrages, les planches de bord, les optiques, les boucliers, en général, ce sont des équipementiers qui fabriquent toutes ces pièces-là. Alors, toutes ces pièces visibles qui ne sont pas développées par les constructeurs, mais par les équipementiers, jusqu'au 24 août. Pièces visibles, vous dites. Visibles, oui. Oui, parce Oui, que vous oui. avez dit non visible. Ah, excusez-moi. Donc, toutes ces pièces visibles qui sont fabriquées par des équipementiers étaient jusqu'au 24 août dernier protégées protégées à titre juridique au titre des dessins et modèles et des droits d'auteur par les constructeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, c'est-à-dire que un constructeur automobile euh, vient protéger le dessin, le modèle de son véhicule. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'il veut se protéger vis-à-vis d'autres constructeurs ou d'autres sociétés qui voudraient s'inspirer ou copier carrément son véhicule dans d'autres parties du monde ou ailleurs. Et donc, le constructeur automobile vient protéger par les dessins et modèles son véhicule. Et donc, qu'est-ce que ça implique? C'est que l'ensemble des pièces visibles, forcément, à ce moment-là, entrent, on va dire, dans cette demande, on va dire, dans ce dépôt de dessins et modèles faits par le constructeur automobile. Et la Fédération donc des équipementiers, la FIEV, 20 ans pour
une libéralisation des pièces visibles, parce qu'en fait, du fait de cette protection juridique, seuls les constructeurs avaient le droit de vendre ces pièces. Les équipementiers n'avaient pas le droit. Alors, oui, c'est vrai. Alors, il y a eu quand même beaucoup de discussions entre les constructeurs automobiles et la FIEV, des discussions constructives, effectivement, pour être capable de trouver, on va dire, un arrangement. Et en 2017, il y avait déjà, on va dire, une première étape qui avait été finalisée et qui fait que les constructeurs, finalement, renonçaient, on va dire, à leurs droits sur les dessins et modèles, sur les vitrages, sur les optiques et sur les rétroviseurs. Et donc, finalement, le 24 août, c'est une nouvelle étape, une étape supplémentaire qui vient entériner celle de 2017, mais qui va plus loin puisqu'elle va sur l'ensemble des pièces visibles. Alors, il faut voir quand même que les constructeurs sur un véhicule sont essentiellement designers. Bon, on a parlé de quelques pièces de carrosserie qu'ils fabriquent, mais sinon, ils sont essentiellement designers. 80% d'un véhicule est fabriqué par les équipementiers. Quelle est votre question? Oui, donc effectivement, 80% sont fabriqués par des équipementiers. C'est énorme, en fait. En fait, la voiture, elle est essentiellement fabriquée par les équipementiers. Oui, bah, vraiment, enfin, mais c'est lié aussi à l'évolution de l'automobile qui est devenu un produit très technologique. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une certaine interdépendance entre les constructeurs automobiles et les équipementiers. Les fonctions sont devenues tellement techniques et vraiment précises que du coup, les constructeurs ont été obligés finalement de travailler, on va dire, avec les équipementiers pour être capables d'avoir les dernières technologies et des produits, on va dire, aptes à remplir toutes les dernières fonctionnalités des différents véhicules. Alors, les équipementiers qui investissent énormément dans la R&D et qui vivaient en fait ça comme une véritable injustice, le fait de ne pas pouvoir commercialiser leurs pièces, c'était totalement anachronique à leurs yeux, vu l'investissement technologique sur ces pièces. C'est effectivement un investissement en termes de R&D, innovation, mais également en termes de production et d'amélioration de production qui est important pour les différents équipementiers. Oui, c'est vrai. Maintenant, tous les équipementiers n'avaient pas forcément la volonté de vendre leurs pièces, on va dire, en direct, parce que ça demande des organisations, ça demande, on va dire, un certain nombre d'orientations stratégiques pour une société. Enfin, c'est quand même un enjeu économique considérable. Là, j'avais des chiffres, mais les ventes de pièces visibles représentent 2,5 milliards d'euros hors taxes, soit 15 à 20% du marché total de la distribution de pièces détachées. Donc, j'imagine que c'est quand même une manne qui est la bienvenue pour les équipementiers. Ben, oui, oui, sauf que même si la pièce de rechange passe via le constructeur automobile, c'est de toute façon l'équipementier qui la fabrique. C'est Donc, l'équipementier qui la fabrique, mais qui ne la vend pas au même prix que le constructeur automobile. C'est bien ça le problème, en fait. peut-être, mais après, ça dépend, on va dire, des gains qu'il peut y avoir sur des flux logistiques. Mais effectivement, c'est de toute façon l'équipementier qui l'a produisait. Ce qui est important quand même dans cette nouvelle loi, finalement, ce qui est important de retenir, c'est d'abord qu'elle rentre en vigueur à partir de janvier 2023 et que finalement, elle vient donner la primeur aux équipementiers qui ont développé les pièces. Pendant 10 ans, ils ont le droit de commercialiser la pièce de rechange qu'ils ont développée pour la première monte. Les équipementiers indépendants, eux, ils doivent attendre, on va dire, au-delà des 10 ans pour être capables de proposer ces pièces-là. Donc ça veut dire quand même que cet accord, il finalement protège les constructeurs automobiles et l'équipementier qui a été l'équipementier justement qui a fait l'innovation, la R&D, etc. et qui a développé cette pièce-là, où il a un droit pendant 10 ans de commercialiser cette pièce-là. Alors, quels ça, sont les c'est vrai pour l'ensemble des pièces, sauf pour le vitrage qui, lui, est complètement, on va dire, libéralisé. Alors, le vitrage, on reviendra dessus tout à l'heure, effectivement, en prenant l'exemple concret de Saint-Gobain. Mais concrètement, ça veut dire quoi, en fait? Quelles sont les conséquences pour les équipementiers? Et je pense notamment aux PME.
Alors, les équipementiers, donc si c'est un équipementier de première monte qui a développé la pièce, pendant 10 ans, il aura le droit de commercialiser cette pièce-là sur le marché de la rechange. D'accord. Donc, ça va représenter, et les petites PME, ça leur permettra aussi de capter une part de marché qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent en développant ces pièces qu'elles n'avaient pas le droit de toucher auparavant. Oui, oui, tout à fait. Si elles en ont la volonté de se développer dans ce marché-là, oui. Et pour les automobilistes, ça veut dire peut-être aussi des prix plus attractifs? Parce que là, jusqu'à présent, quand vous avez on va prendre une Volkswagen par exemple, vous allez chez Volkswagen, vous prenez une pièce Volkswagen. Si vous allez chez votre garagiste local, les prix ne seront pas les mêmes non plus. Alors en fait, je dirais les flux logistiques ou les intermédiaires qu'il peut y avoir, forcément, ça peut être remis, on va dire, un petit peu en cause, effectivement, et donc potentiellement, il va y avoir des optimisations. Ce qui est sûr, de manière un petit peu générale, un monopole, finalement, c'est jamais bon. Ça pousse pas à progresser, ça pousse pas à proposer, on va dire, des nouvelles solutions. Ce qui est sûr, c'est qu'on a, on va dire, dans la partie pièces de rechange, c'est plus un marché de services, de réactivité, de disponibilité. Et c'est tout ça, on va dire, qui est nouveau, on va dire, sur ce marché-là. C'est que ça permet, et c'est une autre orientation, hein, c'est une orientation, on va dire, où on rentre sur du service. Et comment ont réagi les constructeurs à cette libéralisation des pièces visibles? J'imagine que ce n'est pas une décision qui leur a fait très plaisir, hein. Sachant que quand même, sur toute la durée de vie d'un véhicule, alors ça je l'ai appris en faisant des recherches pour l'émission, je ne le savais pas, un consommateur dépense autant en maintenance et en réparation que pour l'achat d'un véhicule. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais après, effectivement, tout dépend aussi de la pièce, tout dépend de son environnement, de sa complexité, on va dire, à la réparer dans un garage. Les constructeurs automobiles ont un avantage, c'est qu'ils connaissent quand même parfaitement leur véhicule, ils ont toute la connaissance de leur véhicule, chose que quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas le constructeur, entre guillemets, officiel, n'a pas. Alors, vous êtes directeur général de Saint-Gobain Haute-Vert, donc effectivement, vous étiez concerné par les accords qui précédaient cette loi climat et résilience, puisque les vitrages, vous l'avez mentionné, avaient un statut un peu particulier. Oui, tout à fait. Donc, depuis 2017, effectivement, les constructeurs automobiles avaient donc accepté de renoncer à leurs droits, on va dire, sur les dessins et modèles, sur la partie vitrage optique et rétrovision. Alors, Saint-Gobain, c'est dans votre ADN, l'innovation, c'est dans votre ADN. Donc, quand on parlait de R&D tout à l'heure, vous savez exactement de quoi il s'agit chez Saint-Gobain. Alors, quand même, il faut revenir on va faire un petit point historique sur Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est quand même une belle entreprise française qui date de Louis XIV. Exactement. Donc, le groupe Saint-Gobain, on va dire la naissance du groupe Saint-Gobain, c'est la Manufacture royale des glaces qui a été fondée sous Louis XIV par Colbert pour fournir des vitrages pour la Galerie des Glaces à Versailles, donc pour fournir, on va dire, toutes ces belles pièces, on va dire, du château de Versailles. Donc, ça a commencé comme ça. Et donc, quand on parle de vitrage chez Saint-Gobain, parce que le groupe Saint-Gobain aujourd'hui s'est diversifié dans plein de domaines d'activité. C'est le numéro 1 mondial du marché de l'habitat et notamment de la construction durable, puisque ça, c'est un point qui est important, on va dire, dans l'ADN de Saint-Gobain, c'est l'innovation, mais également la partie durable et éco-responsable. Le vitrage, c'est le métier, on va dire, historique du groupe Saint-Gobain. Donc forcément, quand on est avenu au véhicule, Saint-Gobain a été parmi tout de suite, on va dire, sur les véhicules qui étaient amenés à arriver, on va dire, sur le marché. Alors, vous l'avez mentionné, vous êtes leader mondial sur l'habitat, donc j'imagine que les centres de R&D collaborent d'un domaine à l'autre, entre l'habitat et l'automobile. C'est un gros avantage, effectivement. Quelqu'un a une idée dans l'habitat, si elle peut être à transférer et adapter sur la partie automobile, c'est un sacré atout. Inversement, c'est pareil. Donc ça génère, on va dire, le fait qu'on ait des centres de R&D qui soient multi-produits, multi-branches d'activité et multi-business, finalement, fait que ça crée un mélange
très intéressant. Et en plus, on a des centres de R&D qui sont répartis un peu dans le monde, sur les différents continents. Donc, vous avez une mixité, on va dire, de culture, une mixité, on va dire, de business. Donc, derrière, ça crée un dynamisme et beaucoup d'innovation. Le groupe Saint-Gobain, effectivement, fait partie des sociétés très innovantes et reconnues pour ces innovations. Alors, vous avez mentionné le développement durable, qui est un enjeu majeur chez Saint-Gobain. Et il faut quand même préciser que le verre est l'un de ces rares matériaux qui se recycle à l'infini. Donc là, vous avez une chance extraordinaire au niveau développement durable. Ah, tout à fait. C'est un des rares matériaux que l'on peut recycler effectivement à l'infini, le verre. Il suffit de le rechauffer, effectivement, de le fondre, et après, on est capable de le réutiliser, de le reformer. Donc le recyclage, c'est quelque chose que vous faites en permanence chez Saint-Gobain. Dans le groupe, oui. Alors après, le vitrage peut être réutilisé sous différentes formes, hein, parce qu'une fois qu'on le fond, je vais ouvrir vers d'autres business parce que c'est aussi intéressant. On parle de laine de verre, par exemple, chez Saint-Gobain, il y a de la laine de verre. Forcément, le vitrage peut après finir dans de la laine de verre, par exemple. Alors, on parlait d'innovation, donc là, on va revenir sur l'automobile. Il existe différents types de verres. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Oui, tout à fait. Donc là, on voit un slide où donc vous avez le verre classique en haut à gauche, un verre qu'on a souvent chez nous quand on le casse, qui fait finalement des grands morceaux de verre qui peuvent être coupants et tranchants et qui peuvent être dangereux. Donc c'est pour ça que vous avez après à droite les vitrages automobiles qui ont donc été développés pour éviter au maximum les risques de venir finalement blesser les occupants du véhicule. Donc vous avez le verre trempé qui, lui, quand il casse en des millions de tout petits morceaux qui viennent vraiment limiter le risque de blesser les gens. Et vous avez le verre feuilleté qui, lui, est composé de deux verres et au milieu, donc, il y a une feuille de plastique qui s'appelle du PVB et qui vient coller les deux verres et qui vient le renforcer. Donc là, on voit une image où quelqu'un est en train d'essayer de le casser avec un marteau et on peut donc essayer de taper avec un marteau. Il va se fissurer, mais il ne va pas casser. Donc, il protège effectivement les occupants du véhicule. Alors, dans un véhicule, on utilise les deux, le verre feuilleté et… Oui, alors dans un véhicule, on utilise les deux. Le verre feuilleté, lui, est obligatoire sur les pare-brises depuis 1983. Et donc, sur le reste des vitrages, les deux coexistent. La plupart du temps, ce sont des vitrages trempés, mais sur certains véhicules où on veut ajouter des fonctions complémentaires, du type acoustique, pour éviter le bruit de l'extérieur, on met des vitrages feuilletés parce que ça vient isoler fortement l'intérieur du véhicule et donc ça fait un cocon à l'intérieur du véhicule. Et puis, le verre feuilleté aussi, il empêche finalement d'être éjecté du véhicule ou en tout cas d'avoir un membre qui sort du véhicule. Quand on a un accident, si vous avez un vitrage qui casse, vous pouvez avoir la tête qui sort légèrement du véhicule. Si la voiture fait des tonneaux, vous pouvez effectivement être blessé, ou le bras qui sort, ou je ne sais quoi. Donc, le fait d'avoir aussi des vitrages feuilletés, ça vient sécuriser aussi l'intérieur du véhicule. Alors, vous êtes leader sur le marché européen chez Saint-Gobain Autoverre, donc la filiale dédiée à l'automobile. Vous fournissez quasiment tous les constructeurs automobiles. Quelles sont les fonctions qui sont les plus demandées sur les vitrages? Alors, juste une petite chose. Vous avez dit que Saint-Gobain Autoverre s'occupe des constructeurs automobiles. En fait, c'est la marque Saint-Gobain Sécurite qui s'occupe donc de la partie tous les mobiles, que ce soit les trains d'ailleurs, les avions ou l'automobile. Et donc, vis-à-vis des constructeurs automobiles, c'est Saint-Gobain Sécurite qui s'occupe des constructeurs automobiles. La partie Saint-Gobain Autoverre, elle s'occupe de la partie distribution de ces vitrages dans le marché de la rechange. D'accord. Maintenant, je reviens effectivement aux différentes fonctions, donc qui est votre question. Donc, vous avez cité l'acoustique. J'imagine qu'il y a le thermique aussi. Il y a l'acoustique, il y a du thermique, il y a du chauffant. Je ne sais pas si vous pouvez remontrer le petit slide bien sûr. Tout à l'heure, parce que comme ça, on les revoit bien. Donc, de l'acoustique, du thermique, du chauffant. On peut aussi intégrer des antennes de type radio ou GPS. Donc, ça, ce sont des fonctions
mais également il y a des vitrages, on va dire, qui sont d'une génération un peu plus proche ou d'une génération un petit peu future, on va dire, avec des innovations qui sont de plus en plus visibles. Même si un pare-brise chauffant, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le pare-brise puisse chauffer. Vous avez de l'affichage tête haute que l'on connaît déjà, mais qui va être amené certainement à grandir. On peut passer effectivement pour arriver avec de l'affichage en réalité augmentée, notamment pour du GPS, là où il y a une flèche là, qui se met. Mais on peut aussi intégrer dans du vitrage des fonctions tactiles, des petits boutons, des éclairages, tout type d'éclairage que l'on voudrait mettre dans du vitrage, faire varier la transmission lumineuse d'un vitrage. Donc, par exemple, là, c'est ajouter une fonction, on va dire, un petit peu de pare-soleil, ou carrément de faire de l'intégration d'écran directement à l'intérieur des vitrages. Donc, il y a vraiment, on va dire, un panel, on va dire, de fonctions qu'on est capable d'apporter dans le vitrage, qui fait que le vitrage est un élément d'abord fantastique, et puis qui peut aussi être une source d'inspiration pour les constructeurs automobiles et une inspiration pour l'avenir et pour le futur. Donc là, on va justement regarder une petite vidéo qui est le futur de la mobilité imaginé par Saint-Gobain, et donc les fonctions qui existent pour certaines déjà, mais qui sont aussi appelées à être développées. Vous allez nous les commenter au fur et à mesure. Alors effectivement, c'est un petit véhicule du futur. Là, vous voyez un éclairage, on va dire, sur le pare-brise, donc 2 personnes à l'intérieur. Vous voyez des affichages. Vous avez par exemple tout le rétroviseur en façade haute ou des écrans, on va dire, sur le véhicule. Mais également, on peut aller vers de la réalité augmentée avec des systèmes de caméras où finalement le pare-brise devient un vrai écran, on va dire, soit dynamique, soit aussi par interaction pour être capable de faire une projection. Donc là, vous voyez effectivement du GPS, des écrans intégrés directement dans le pare-brise, donc avec le GPS en réalité augmentée, qui permet, on va dire, de ne pas être collé directement sur le pare-brise, mais plutôt d'être loin, on va dire, sur la route pour bien montrer les endroits où il faut aller. Et puis, bien évidemment, quand on parle d'automobile, on va aller certainement vers du véhicule autonome. Donc là, le véhicule arrive sur l'autoroute, il se met en 100% autonome. Et donc là, on pourrait obscurcir complètement le pare-brise et finalement venir projeter un film directement sur le pare-brise pour passer un bon moment sur l'autoroute plutôt que de conduire, on va dire. Alors, c'est là où on voit en fait toute la force en fait des équipementiers qui développent toutes ces technologies du futur. Et on se demande, quand on voit ce type de véhicule, où est la plus-value du constructeur, parce que je pense notamment à Google Car, à l'Apple Car. Ce sont des véhicules qui fonctionnent avec de la data, avec beaucoup de technologies. Est-ce que les constructeurs traditionnels ne sont pas appelés à disparaître face à l'arrivée de ces nouvelles technologies? Alors, c'est sûr que l'automobile, de toute façon, on le voit bien en ce moment, est en pleine mutation. Là, on est en train de vivre la mutation, on va dire, vers l'électrification. On est en plein dedans. Vous avez aussi toutes les questions, on va dire, sur les véhicules qui vont être partagés. Et demain, effectivement, le véhicule autonome, qui, lui, dans la mesure où il est autonome, l'électronique, le numérique, la connectivité devient vraiment primordiale, on va dire, dans ces véhicules. Et finalement, la carapace ou la coquille, on va dire, du véhicule est peut-être moins importante ou on va dire va avoir une valeur inférieure par rapport à toutes les technologies qui peuvent être embarquées, on va dire, au sein d'un véhicule. Mais ça, les constructeurs travaillent bien évidemment dessus. Certes, Google ou Amazon ou d'autres également travaillent dessus dans la mesure où ça s'est orienté vers du numérique. Mais les constructeurs traditionnels travaillent dessus parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, on va dire, de laisser une place vide pour d'autres acteurs et ils veulent forcément prendre leur part de ce type de véhicule. Mais il est certain que la technologie, notamment le numérique, la connectivité, le fait que les véhicules vont discuter les uns avec les autres dans un futur, alors plus ou moins proche, parce que c'est pas, à mon avis, demain la veille que ça va arriver, mais ça va arriver certainement plus vite qu'on ne le pense parce que les technologies évoluent très, très vite. Bon, on le voit avec Tesla déjà, c'est
c'est une réalité. Autant le Google Car, l'Apple Car, bon, ça reste encore un petit peu de la science-fiction. Autant Tesla, c'est une réalité. On voit bien que les véhicules dialoguent entre eux et sont mis à jour à distance par un logiciel. Oui, alors c'est vrai que Tesla a été, entre guillemets, un petit peu un des premiers agitateurs, on va dire, de ce monde de l'automobile classique, on va dire, puisqu'ils sont venus avec le véhicule électrique, et ça a pris une ampleur. Mais vous voyez bien que tous les constructeurs automobiles ont tous réagi, et aujourd'hui sont tous capables de proposer des véhicules électriques, on va dire, avec tout le savoir-faire et toute l'expérience qu'a accumulé un constructeur automobile depuis des dizaines et des dizaines d'années, là où Tesla est quand même plus moderne, enfin plus jeune, on va dire, et donc n'a pas forcément tout ce recul et toute cette expérience qu'ont les constructeurs automobiles. Alors, vu l'expérience des équipementiers, vu la technologie croissante que l'on trouve dans les véhicules, j'en reviens à la question que j'ai soulevée en introduction tout à l'heure. Est-ce que cette fin du monopole des pièces visibles ne va pas changer les relations entre les constructeurs et les équipementiers? Parce qu'en fait, c'est une reconnaissance quelque part de tout le savoir-faire des équipementiers. Est-ce que ça ne va pas bouleverser les relations entre les deux? Je ne crois pas que ça bouleverse les relations entre les deux. Les deux sont interdépendants. Ils ont besoin l'un de l'autre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, sont obligés de travailler main dans la main, l'un avec l'autre, pour être capables de dessiner, pour être capables de définir, pour être capables de construire, on va dire, le véhicule de demain. Les équipementiers, comme on l'a dit tout à l'heure, connaissent leur métier, connaissent leurs pièces, leurs fonctions, et ils ont forcément une longueur d'avance par rapport aux constructeurs automobiles. Les équipementiers sont là pour proposer aux constructeurs automobiles un certain nombre de solutions innovantes. Le constructeur fait son choix en fonction de son positionnement sur le marché, en fonction de ses volontés. Et après, par contre, le constructeur, lui, doit intégrer quand même toutes ces solutions à l'intérieur du véhicule. Et il doit les faire marcher les unes avec les autres, parce que ça, c'est aussi pas forcément très simple. C'est là où est tout le savoir-faire du constructeur, en fait. Tout à fait. Parce que j'allais jouer les avocats du diable et vous dire que ce ne serait pas plus facile pour un équipementier d'embaucher un designer que pour un constructeur d'avoir tous ces équipementiers qui travaillent avec lui. Mais effectivement, vous venez de donner la réponse, il faut après jouer les chefs d'orchestre. Ben, il faut être le chef d'orchestre, il faut savoir où on veut aller, et puis effectivement définir le véhicule par rapport au marché que l'on cible. Et puis après, ben, voilà, faire le chef d'orchestre avec tous ces équipementiers et faire des choix de telle fonction plutôt qu'une autre à l'intérieur du véhicule. Et toute cette électronique, toutes ces innovations, ça a quand même, on va dire, des implications en termes de cerveau dans le véhicule, en termes de coordination dans le véhicule, qui sont pas négligeables. Et ça, seul un constructeur peut le faire. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir accepté de parler de cette fin du monopole des pièces visibles pour les constructeurs. Merci à tous d'avoir suivi ce 4e épisode de Be My Guest, La Fièvre, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode sur les amortisseurs cette fois-ci. Merci, Laurent, très bonne soirée. Merci Stéphanie, merci à toutes, merci à tous. Au revoir. Au revoir.